Bonjour à tous. Les séances d'hier nous ont permis de traiter l'introduction et la première partie du développement de notre dissertation sur le sujet Suffit-il de suivre ses désirs pour être libre? Je vous ai proposé de structurer cette première partie en 3 temps, avec un grand A et un grand B qui permettaient d'amener 2 arguments, puis un grand C pour faire la critique de cette première hypothèse. Grâce à ce grand C critique et à l'objection qu'il correspond, on peut ainsi disqualifier notre première idée, le oui, il suffit de suivre ses désirs pour être libre, et ainsi nous ouvrons la voie à un grand 2 dans lequel nous allons pouvoir trouver une autre hypothèse, le non, il ne suffit pas de suivre ses désirs pour être libre. On ne doit pas confondre pour autant ce grand C, cette partie critique avec son objection, et une transition. Il est vrai que le grand C permet d'infléchir la réflexion, de la faire évoluer, et donc il prépare l'arrivée du grand 2. Mais il n'a tout de même pas valeur dans l'organisation de la copie de transition. On va donc avoir, avant d'en arriver au grand 2, à faire une transition en bonne et due forme. Alors, comme j'ai pu le faire sur les moments précédents de la copie et de cette dissertation, avant de vous donner un exemple de ce à quoi peut ressembler cette transition, je voudrais prendre le temps tout de même de vous expliquer comment on va la faire et pourquoi on va la faire ainsi. La principale difficulté que j'y vois, le principal défaut qui revient la plupart du temps dans les copies à propos de cette transition, c'est qu'elles sont trop brèves, lapidaires même, et que d'une certaine manière, elles sont réduites à une simple fonction rhétorique qui est de prévenir, même de manière minimale, le lecteur qu'il va y avoir un changement, un passage du grand 1 au grand 2 ou du grand 2 au grand 3, mais un simple passage. Une transition dans une dissertation, c'est plus que cela. C'est plus qu'un simple avertissement du type attention, on va basculer dans une nouvelle partie. La vraie, la bonne transition ne se contente pas de manière rhétorique de prévenir, d'alerter le lecteur. Elle justifie tout à fait ce changement-là. Elle le rend d'une certaine manière nécessaire et elle permet au lecteur de comprendre pourquoi on ne pouvait pas s'en tenir à ce grand 1 et pourquoi donc il était devenu indispensable de basculer vers le grand 2. Pour cette raison, la bonne transition, c'est celle qui va exploiter la faille du grand 1 et ainsi, en exploitant cette faille, rendre tout à fait légitime, tout à fait logique même, le passage au grand 2. Et comme on a choisi dans le grand 1 de terminer avec un grand C qui est un moment critique, plutôt que de garder ce moment critique pour le grand 2, eh bien les choses sont facilitées. On a déjà d'une certaine manière pointé du doigt la faille qui va nous permettre ensuite de faire cette transition. À ce stade-là, on a donc 2 choses à retenir. Premièrement, il faut une transition. Deuxièmement, une vraie transition permet de mettre en valeur l'insuffisance de la partie du développement que l'on va quitter pour appeler la partie du développement qui va commencer juste après. Pour parvenir à ce résultat, ce que je vous recommande, c'est de vraiment concevoir cette transition comme un pont entre 2 rives. C'est ce qui va, vous permettre effectivement de passer, de cette rive qui, correspond au grand 1 à l'autre rive qui correspond au grand 2 et il faut que, ce pont, il soit bien ancré sur chacune des 2 rives qu'il est censé réunir, entre lesquels en tout cas il est censé nous permettre de circuler. Donc, à certains égards, on pourrait dire que vous allez devoir couper votre transition en 2 morceaux, en 2 moitiés,
avec une première moitié de la transition qui va plutôt regarder vers l'arrière, vers le grand 1, qui va prendre le temps de faire ce bilan, un bilan dans lequel on retrouvera la faille, l'insuffisance dont je viens de parler, et puis une deuxième moitié qui, elle, regardera plutôt vers l'avant, qui sera tournée plus complètement vers le grand 2, et qui, prenant appui sur la faille qui aura été évoquée juste avant, eh bien, sera là un peu comme pour donner sa lettre de mission, ses objectifs au grand 2 qui va commencer, en expliquant que, somme toute, la raison d'être de ce grand 2, c'est de faire mieux que le grand 1 et de ne pas tomber dans le piège que l'on a relevé. Voilà, à présent que j'ai pu vous donner les explications qui me paraissaient nécessaires sur ce moment important de la dissertation qu'est la transition, on va pouvoir en arriver à un exemple de ce que serait cette transition si je devais la rédiger à la suite du grand 1 que je vous ai présenté hier. Je disais à l'instant un moment assez important parce que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'aborder un petit peu dans le courant de l'année, mais sur lequel je voudrais revenir ici. On a tendance à négliger ces phases-là. On a tendance à se concentrer sur le grand 1, le grand 2, le grand 3, sur le cœur de l'argument, l'idée qu'on veut développer. Il faut vraiment pas oublier que dans une dissertation, ce qui va apporter une très grande valeur ajoutée, ce qui va donner à la dissertation l'allure d'une démonstration, d'une argumentation bien construite en tout cas, ce sont tous ces moments qui, entourent les idées et qui permettent de les raccrocher convenablement les unes aux autres. Alors ces moments-là, ces articulations du devoir, on va les trouver parfois à l'intérieur d'une partie, entre, 2 idées qui, viennent former un même argument et ça prendra l'allure d'un certain nombre de formules qui, débutent ou qui, ponctuent les phrases que l'on emploie pour, formuler ces arguments et parfois ça prendra aussi l'allure des, connecteurs logiques qui vont permettre de vraiment raccrocher ces idées les unes aux autres. Mais ça ne se fait pas seulement à l'intérieur d'un paragraphe, au début d'une phrase. Ces liens-là, ces articulations, si importantes dans la démonstration, on doit les retrouver également entre les grandes parties du développement et c'est la fonction de la transition que d'être cette espèce de super connecteur logique qui n'a pas les dimensions d'un mot ou d'un groupe de mots comme des en effet, mais, pourtant, par conséquent, mais qui a cette fois-ci toute l'ampleur d'un petit paragraphe à proprement parler. Laissons là cette digression et arrivons-en à l'exemple même de transition que je voulais vous donner. Parvenus au terme de la première étape de notre réflexion, nous comprenons mieux ce qui rendait cette première hypothèse, il suffit de suivre ses désirs pour être libre, vraisemblable. Elle a en sa faveur un certain nombre d'arguments, elle repose sur une conception tout à fait commune de la liberté. Mais nous avons par la même occasion compris quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas soutenir plus longtemps cette hypothèse. La conception de la liberté qu'on y trouve ne peut pas nous convenir car elle ne nous permet pas de rendre compte de tous les cas de figure. Elle ne nous permet pas notamment d'expliquer la raison pour laquelle certaines personnes, bien qu'elles suivent leurs désirs, en sont les esclaves. Par conséquent, nous devons inaugurer une nouvelle étape de notre réflexion dans laquelle nous nous demanderons ce qu'il faudrait d'autre ou ce qu'il faudrait de plus pour conquérir cette liberté. Nous en arrivons donc au grand 2 de notre dissertation, à cette deuxième étape du développement, et nous allons organiser ce grand 2 sur le même modèle que le grand 1, c'est-à-dire un premier temps qui aura valeur de titre et qui permettra de très clairement formuler l'hypothèse que l'on va défendre tout au long de ce grand 2. Ensuite, différents paragraphes qui feront office de grand A, de grand B et de grand C, à la faveur desquels on trouvera tout d'abord les arguments par lesquels on peut soutenir cette hypothèse, et on va là encore
garder l'idée selon laquelle 2 arguments, c'est un minimum pour défendre convenablement une thèse. Et puis, pour terminer, une partie, plus critique avec, une objection qui, nous obligera à son tour à quitter ce grand 2 et à aborder un grand 3. Compte tenu des insuffisances que notre première étape de la réflexion a révélées, il est donc désormais nécessaire d'en venir à une nouvelle étape dans laquelle nous envisagerons que pour être libres, nous devons faire autrement que de simplement suivre nos désirs. À l'issue de ce premier petit paragraphe qui sert à annoncer l'idée principale de tout notre grand 2, nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet et dans l'argumentation, dérouler ainsi les raisons qui vont nous faire trouver crédible l'idée d'après laquelle il ne suffit vraiment pas de suivre ses désirs pour être libre. Et au sein de ce grand 2, peut-être plus encore que dans une première partie, ce qu'il est judicieux de faire, c'est de s'organiser selon une sorte de crescendo pour que on voit vraiment se mettre en place une progression et que l'idée dont on s'empare aille vers quelque chose de toujours plus radical. D'abord parce que, je viens de le suggérer un peu, il y a cette progression qui va en découler dès qu'on stagne pas, que le grand B, n'est pas, la répétition ou, une manière un petit peu, inutile et redondante de repasser sur la même idée. On va avoir un approfondissement dans le grand B par rapport au grand A, et ça c'est toujours bienvenu. Mais aussi parce que, plus on radicalisera son idée dans le grand 2, plus on la poussera vers ses conséquences les plus abouties, plus il sera facile d'en venir au point de bascule au moment où, l'ayant rendue tellement radicale, elle en paraît, excessive et à son tour finalement elle réveille ses failles. Elle nous fait comprendre que, ça n'est tout de même pas tenable, qu'on est d'une certaine manière, allé trop loin. Et ça nous facilitera la tâche quand il faudra se débarrasser de ce grand 2 pour passer au grand 3. On en arrive donc à ce qui va constituer le grand A à l'intérieur de ce grand 2. Nous avons sans doute commis l'erreur de penser que chaque désir, par nature, est libérateur. Et manifestement, tel n'est pas le cas. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à la manière dont Épicure, dans la lettre à Ménécée, établit une catégorie des désirs. Ce philosophe de l'Antiquité estime en effet que nous ne devons pas traiter tous les désirs de la même manière et qu'en fonction de leur diverse nature, ils produisent sur notre condition des effets bien différents. On s'attardera ici sur ceux qu'Épicure, ce philosophe de l'Antiquité, fondateur d'une célèbre école, a dénommé les désirs vains. Ces désirs vains, comme par exemple la recherche de la gloire, de la renommée, ou le désir d'immortalité, bien loin de nous conférer une liberté plus grande, nous en dépossèdent. En effet, en cherchant à les satisfaire, nous nous rendons dépendants d'autres personnes, d'autres choses, ou dépendants des circonstances tout simplement. Nous pouvons, pour illustrer ces désirs vains et leur caractère liberticide, nous référer à un autre personnage de théâtre qui sera le pendant d'Hernani que nous évoquions dans l'introduction, à savoir Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare. L'ambition de Richard, son désir d'être roi, le mène totalement et lui fait perdre tout sens de la mesure, il devient la marionnette de sa propre ambition. En présentant Richard III comme un être monstrueux, aussi bien moralement que physiquement, Shakespeare suggère
que l'on peut se laisser écraser par ses propres désirs, un peu à la manière, d'ailleurs, dont cela se produit déjà dans la pièce de Macbeth et de Lady Macbeth. Dans cet exemple de dissertation, le crescendo dont je parlais précédemment va venir du fait que l'on va attaquer le désir à la racine dans le grand B. Avec le grand A et notamment avec la référence à Épicure, la lettre à Ménécée et la bien connue catégorisation, classification des désirs, j'ai fait la part des choses entre certains désirs qui pourraient s'avérer libérateurs et d'autres, sur lesquels j'ai insisté, les désirs vains, qui, au contraire, nous dépossèdent de notre liberté. J'ai donc conservé l'idée qu'il y aurait des désirs qui pourraient contribuer à nous rendre libres. À présent, essayons de pousser la logique jusqu'à son terme et de montrer que c'est au fond le fait même de désirer, le processus lui-même du désir qui conduit à nous priver de liberté. Concrètement, cela va donc donner l'exemple suivant. Allons plus loin et demandons-nous si ce n'est pas le désir lui-même, par essence, qui est fautif, et si nous ne devrions pas condamner tout le désir et pas simplement telle ou telle catégorie. On peut s'en convaincre si on admet que le désir est bien souvent le contraire de l'autonomie. En effet, désirer, ce n'est pas exprimer sa tendance la plus profonde et la plus authentique, mais c'est toujours accueillir en soi un désir qui nous vient de l'extérieur, qui est insufflé en notre esprit par quelque chose qui nous est étranger. À certains égards, ce n'est pas moi qui fais la démarche de désirer, c'est un certain objet, une certaine personne, une certaine situation qui réussissent à se faire désirer de moi en me séduisant. Nous rencontrons ici les analyses de René Girard sur le thème de ce qu'il a lui-même nommé le désir mimétique. En s'appuyant sur la littérature tout particulièrement, cet intellectuel français du XXe siècle a proposé une théorie d'après laquelle, si jamais nous désirons quelque chose, ce n'est pas de notre initiative, ce n'est pas non plus parce que cet objet est en lui-même désirable, mais c'est parce que une tierce personne, en désirant cette chose, nous a incité à la désirer à notre tour. Prenons pour exemple le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Au début du roman, Monsieur de Rênal voudrait embaucher Julien Sorel pour en faire le précepteur de ses enfants. Mais son désir de donner à ses enfants un précepteur ne vient pas de l'intérêt qu'il leur porte, mais de la rivalité qui s'est créée entre lui et un autre des habitants de la ville. Il désire donc embaucher Julien Sorel simplement parce que ce désir lui est suggéré par son rival. Plus loin dans le roman, Julien Sorel veut reconquérir le cœur de son ancienne amante, Mathilde, et afin de se rendre à nouveau désirable à ses yeux, il choisit de faire ostensiblement la cour à une autre femme, afin que Mathilde, jalouse, voyant le désir que Julien est capable de susciter chez une autre, se mette à le désirer de nouveau. On en tirera deux conséquences. La première est qu'à suivre ses désirs, on ne devient pas libre. Au contraire, on se place sous la coupe de quelqu'un d'autre, de la personne qui, sans qu'on le sache toujours très consciemment, nous a inspiré ce désir. Deuxièmement, pour être libre, il vaudrait mieux ne pas suivre ses désirs, mais bien plutôt s'en débarrasser, s'abstenir de désirer. Voilà donc à quoi pourrait ressembler le grand B de notre grand 2.
Il nous reste désormais à concevoir un grand C, qui lui se montrera plus critique et nous permettra de disqualifier le grand 2 comme nous avons disqualifié le grand 1, et à envisager la transition grâce à laquelle nous verrons arriver le grand 3. Cette deuxième conséquence, qui prend acte du caractère mimétique et donc aliénant du désir, n'exige-t-elle pas de nous toutefois quelque chose de tout à fait impossible? S'attendre à ce que nous ne désirions plus, à ce que nous nous libérions non pas par le désir, mais à ce que nous nous libérions du désir, peut paraître quelque chose de tout à fait inaccessible à un être humain. On raconte ainsi qu'au terme de nombreuses batailles, Alexandre le Grand parvint jusqu'à Athènes, où il rencontra le philosophe Diogène le Cynique. Alexandre le Grand et sa soif de conquête étaient une incarnation idéale du désir dans tout ce qu'il peut avoir de dévorant. Lorsque ce dernier proposa à Diogène, dont il connaissait la réputation, de satisfaire le moindre de ses désirs, le sage athénien lui répondit simplement qu'il souhaitait qu'il s'écartât de son soleil. Du point de vue de la grandeur, ce n'est pas Alexandre qui fait de l'ombre à Diogène, mais bien plutôt Diogène qui en fait à Alexandre. Il est capable, beaucoup plus et beaucoup mieux qu'Alexandre, d'étouffer en lui la trace de tout désir. Alexandre est à ce moment-là peut-être le maître du monde, mais Diogène est parfaitement maître de lui-même. Mais pas plus qu'Alexandre le Grand, nous ne pouvons rivaliser avec Diogène, et nous ne pouvons sérieusement envisager de maîtriser, comme lui le fait, tous les désirs qu'en permanence nous accueillons dans notre esprit. C'est pourquoi nous serions désormais tentés de tirer de nos réflexions précédentes une autre conclusion, non pas la nécessité d'une sorte d'amputation de nos désirs, mais plutôt l'impossibilité pour nous de parvenir à la liberté dans la mesure où il y aura toujours en nous des désirs et des désirs qui seront la trace de l'influence des autres sur nous. Ainsi s'achève notre grand 2 et avec lui la séance d'aujourd'hui. Je vais faire en sorte, comme je l'ai fait pour l'introduction et le grand 1, de vous donner accès au seul contenu du grand 2 sans les conseils méthodologiques. Comme ça, vous aurez à part la dissertation sans tout ce qui l'entoure et qui vient du coup en complément de ce travail de correction du bac blanc.